J'ai fait un concours de chant dans un poste périphérique qui se trouve aux Champs-Élysées et qui était patronné par une marque d'apéritifs. Je crois que j'ai dû faire la deuxième séance de ce concours. Il y avait avec moi une fille charmante qui s'appelle Odette Laure, et qui maintenant se perpétue dans la comédie, elle a bien raison. Et moi j'ai chanté une chanson qui était une création de Lucienne Boyer. Venez donc chez moi, je vous invite, il y a de la joie chez moi, c'est merveilleux. Je chantais ça, et je ne sais pas pourquoi, les lettres sont arrivées d'Espagne, d'Italie, de partout. J'ai été immédiatement remarqué, parce que j'avais, pour l'époque était au Ténorino. C'est-à-dire, j'entends par là Tino Rossi, Jean Lumière. Il y avait un garçon charmant qui s'appelait Guy Berry, qui depuis, j'allais dire, a fini dans les lavabos, mais je me trompe pas tellement, parce que il a monté une affaire de lavabo, de cuvette en plastique et de choses comme ça. Et qui avait une voix, je me rappelle, il avait une espèce de voix de faux, c'était très drôle. il chantait, oh, une soirée à Bobino, mon Dieu, pauvre Guy, c'était terrible. Je le revois tout poupon et tout rose, dans un costume gris clair. Vous savez, il était très sérieux, il avait une vie parfaitement normale, j'espère qu'on va me comprendre totalement. Et il chantait une chanson qui disait, j'ai rêvé qu'on me disait, ouhou, je t'aime, et tout idéalisé, ouhou. Et alors, au prof noir de Bobino, il y a une certaine catégorie d'individus qui ont fait, ouhou. Alors, et je me souviendrai encore, je me souviens encore de la réplique de Guy Berry qui a dit avec cette espèce de voix de nuque qu'il avait, les rossignols sont sortis ce soir. C'était merveilleux, c'était merveilleux. Alors, donc, je suis arrivé au milieu de ces garçons qui avaient des voix extrêmement légères, et moi, j'essayais déjà de barytonner. Je me rappelle que lorsque mes parents me récompensaient pour un travail bien fait, ou je ne sais pas ce que j'aurais pu faire à l'époque, on me donnait un petit peu d'argent, et je me précipitais chez le disquaire à côté de chez moi, et je disais, je voudrais le dernier disque de Bing Crosby. Moi, j'étais obsédé, dans mes nuits, j'entendais j'entendais toujours que Bing Crosby. Alors, j'avais, naturellement, tellement d'années en moins, vous savez, quand on est jeune, on a une voix beaucoup plus légère que lorsqu'on vieillit, et la tessiture baisse quand on vieillit. Et à l'époque, je m'ingéniais à chanter déjà grave. J'y arrivais pas à chanter comme Bing Crosby, bien sûr. Mais enfin, je cherchais à chanter grave. Et j'ai donc été remarqué à cause de cela, parce que la période était aux voix extrêmement légères. C'est ce qui a fait que tout d'un coup, on s'est dit, tiens, une voix grave, un baryton, et ça a marqué le coup. Chance extraordinaire, dans le grand studio du Poste parisien, puisque ce poste périphérique dont il s'agit, c'est le Poste parisien, Monsieur Jean Bérard, le grand PDG du consortium Is Master Voice, Columbia, Pathé, qui était là. On m'a fait faire un test, on m'a fait essayer ma voix, qui était à l'époque, donc, puisque nous parlons 78 tours, sur la cire. J'ai une petite anecdote à vous raconter à ce sujet-là, mais je vais en venir tout de suite au contrat qui a été sensationnel. Monsieur Jean Bérard, après la première audition que j'ai faite dans les studios de chez Columbia, m'a signé un contrat de 10 ans. C'était exceptionnel. J'ai fait mon premier disque, mais je faisais des refrains d'orchestre. J'étais un petit jeune homme timide. Ça me semblait d'ailleurs, j'arrivais la main moite et la bouche tremblante, et je chantais des refrains avec l'orchestre de De Prince, qui était un accordéoniste assez connu à l'époque. Et je chantais des refrains de mon ami Tino Rossi. Du genre de un jour je te dirai, c'est toi que j'aime, va 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 viva va. C'était des refrains de Tino. C'est pas pour vieillir Tino, mais enfin il est quand même de la génération avant moi. Alors j'y mets cette coquetterie là tout de même. Je reviens à ce premier test que j'avais fait sur une cire. Vous savez que quand on faisait passer une audition à un jeune comme moi, qui était donc sans importance, sans intérêt, parce qu'on savait pas ce que j'allais faire, on savait pas si j'allais par la suite rapporter de l'argent, et que dans ce métier, c'est toujours le show business, tout tourne autour de l'argent, on ne gâche pas une cire vierge pour un débutant. Alors, on prend une grande galette de cire que l'on plaçait sur le plateau, et on se servait d'une galette dont les premiers sillons avaient déjà été testés, si vous voulez, où il existait des premiers sillons déjà qui avaient été enregistrés par un artiste notoire de l'époque, qui avait raté, puisque là, on ne pouvait pas recommencer comme... il fallait y aller du commencement jusqu'à la fin, il ne fallait pas couper, on ne pouvait pas faire des petits bouts et recoller comme on fait aujourd'hui, n'est-ce pas? Alors, naturellement, on s'est servi donc d'une cire comme ça, dont les premiers sillons avaient été essayés par une artiste, déjà, ou un orchestre.
Et puis, on m'a fait prendre la suite. Et je suis passé dans la cabine de l'ingénieur du son, et j'ai voulu entendre ma voix. Ça a été quelque chose de catastrophique. Je pense que c'est peut-être une des rares fois de ma vie où j'ai failli défaillir. Oui. Parce que on m'a pris en plein milieu de la voix de Madame Jeanne Aubert, et qui avait une voix de miauleuse, qui chantait miaou. Elle faisait miaou, miaou. Et vous savez, quand on est débutant, qu'on a le trac, qu'on est au milieu de gens qu'on ne connaît pas, et qu'on se dit pourvu que ça marche, ça a été affreux. Je me suis dit, si j'ai cette voix-là, je ne me suis naturellement pas reconnu. Puis enfin, l'histoire a été vite élucidée, et je me suis rendu compte qu'effectivement, c'était les premiers sillons de ma galette de cire qui avait été fait par Madame Jeanne Aubert. Me fait manquer, voilà. C'était peut-être pas une faute d'Aubert, c'était peut-être un couac d'un musicien. Parce qu'il s'agissait, il fallait recommencer. Un homme de cuivre, un saxophoniste faisait un canard, même si l'artiste avait fait une très très belle plage jusqu'au bout, et qu'à la fin le saxophoniste faisait un couac, il fallait recommencer rien que pour ça. C'était un problème terrible.